Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors je vous refais une nouvelle vidéo, donc un 12e épisode dans mon jardin, dans mon oasis que je développe sur les bases de la permaculture de peu près de 4 ans. Donc la dernière vidéo remonte à fin janvier, donc là nous sommes le 23 mai et je vais pouvoir vous faire une vidéo comme ça d'ensemble. Le soleil est très timide, le ciel est un peu voilé, il y a un petit peu de vent. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo, je vous en referai une certainement cet été pour voir le résultat de ce que vous allez voir ici. Alors déjà, vous allez retrouver en descriptif de la vidéo les 11 épisodes précédents à travers lesquels vous pourrez voir tout le développement de ce jardin depuis 4 ans. Donc ça vous permettra de voir tout ce que j'avais fait avec les haies de biodiversité, avec les mares, avec les refuges à hérissons, tous les bouturages. Donc c'est un jardin que je développe donc sur les bases de la permaculture, également de l'agroforesterie, l'agroécologie, l'agriculture biologique et naturelle, vraiment 100% naturelle, aucun intrant chimique, aucun produit de synthèse, uniquement du naturel, uniquement de la collaboration. Donc l'objectif de ce jardin naturel, c'est de faire proliférer la nature, la biodiversité, pour qu'ensuite, en collaborant avec cette prolifération du vivant, produire mon alimentation, mes plantes médicinales, ma médecine en fait, et voilà, le plus possible pour chaque année maximiser mon autonomie alimentaire et de santé. L'un va bien évidemment avec l'autre, puisque nous sommes ce que nous mangeons, nous devenons ce que nous mangeons. Donc plus on va manger naturel, plus on sera en bonne santé. Ça coule de source. Après, il y a tout l'aspect cadre de vie. C'est sûr que de faire un métier qui ne nous convient pas, etc., ça impacte sur notre santé, mais l'alimentation est quand même la base de notre vie. Donc, je vais vous faire cette petite visite. Donc déjà, une première petite nouveauté, j'ai fait une petite pancarte que j'avais... c'était une planchette que j'avais comme ça, que mon grand-père, parce que là on est chez mes grands-parents. Je l'avais vue cette planchette depuis des années, depuis le début, puis je me suis dit, tiens, un jour j'en ferai peut-être la pancarte. Et puis c'est chose faite. J'ai simplement pris ma disqueuse et j'ai écrit avec la disqueuse. J'ai donc simplement gratté le bois, sans peindre, sans rien. Et puis en fin de compte, c'est largement suffisant. Voilà. Donc une petite porte aussi, parce que j'avais quand même des lièvres qui rentraient, qui foutaient un peu la pagaille dans une zone de culture. Alors la haie de biodiversité ici, donc comme je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur ça, vous la retrouverez dans les vidéos que je vous liste en description. Donc celle-ci, comme chaque année, vous voyez, il y a le liseron qui va venir s'enlacer dedans, vous voyez, le liseron là partout, et donc qui va venir faire une haie toute fleurie, avec les fleurs blanches de liseron, c'est absolument magnifique. Donc c'est toujours comme ça, quand on travaille dans un jardin naturel, on ne cherche pas à éradiquer l'ennemi, on cherche à composer avec, en fin de compte. S'il est là, c'est qu'il est bien, donc on va tâcher d'en tirer des bonnes choses. C'est vraiment mettre du bon sens et ne pas rentrer en guerre contre la nature, vraiment collaborer avec elle. Donc, dans la dernière vidéo de fin janvier du jardin, je vous avais montré que j'avais fait des boutures. Et là, on va voir ce que ça donne. Là, il y a une bouture qui a prise. Là, c'est du sureau. Là, on voit la bouture. Celle-ci, c'est une bouture de saule. Eh bien, on voit que les petites feuilles sont en train de sortir. Donc, elle a marché, elle a prise. J'en ai fait différentes comme ça. Ici, on voit que, voilà, celle de sureau, là, elle a très bien prise. Donc, l'idée, après, quand je fais mes haies de biodiversité comme ça, en recyclant tous les bois d'élagage que je peux trouver, donc sur le terrain ici, quand j'élague les arbres, les voisins, quand ils élaguent leurs arbres, moi, surtout, je ne brûle pas le bois, je le réutilise et je le remets comme ça dans ces haies qui sont des véritables corridors à biodiversité sur lesquels je vais greffer mes éléments, ce qui va permettre à la biodiversité, les animaux, de pouvoir circuler, se reproduire et être protégés, pour rééquilibrer le biotope. Donc je vous fais une visite dans ce sens-là, et ensuite on repassera dans la petite forêt ici. Vous verrez comme c'est beau. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le soleil, mais bon, ça va être agréable tout de même. Donc voilà, donc pour les biodiversité. Donc là sur cette première zone, donc là j'expérimente depuis 2 ans, depuis 1 an, de faire un paillage avec
des chutes de tuiles et de la vieille poterie, donc c'est de l'argile cuite. Et en fait, c'est hyper bien parce que forcément, s'il n'y a rien, ça devient comme ça, donc ça nécessite de tondre. Mais là, en 10 minutes, je vais arracher toute l'herbe. Et puis, chaque mois, je vais arracher l'herbe. Et donc, du coup, vous voyez là, celle-ci, là, je l'ai faite il y a une semaine. Ça fait une allée paillée, donc du coup, qui nécessite pas de tondre. Donc, en fait, moi, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Je préfère tondre mes allées ici avec une tondeuse électrique. Bon, c'est pas plus écologique qu'une tondeuse thermique. C'est pas ça la question, c'est par rapport au pot d'échappement. Parce que je fais un jardin biologique, 100% naturel, et ça m'embêtait de me voir avec la tondeuse, passer la tondeuse et avoir le pot d'échappement qui rejette des particules fines de pétrole dans mes cultures. Et donc, l'idée, c'est pas de chercher la perfection, mais c'est de s'améliorer. Et donc de rester ouvert et vraiment se poser les bonnes questions. Et du coup, maintenant, je tonds avec une tondeuse électrique. Je vous en parlerai dans une vidéo. Donc ici, alors dans cette première zone, donc là, c'est les fèves. Là, on a commencé à les ramasser. Donc elles sont vraiment belles. Voilà, donc je les ai pas tutorées, je les ai plantées en vrac. C'était ma récolte de l'année dernière. Donc là, tout un buisson de fèves. Donc ce que fait ma femme, c'est que là, elle les prend entières comme ça, elle les hache en petites rondelles, elle fait revenir avec ail, oignon, huile d'olive, c'est absolument délicieux. Elle fait revenir pour que ça... Et ça fait vraiment une cosse. En fin de compte, on mange les graines et les cosses. Donc on peut aussi conserver, bien évidemment, juste les cosses, juste les graines, pardon, mais vous pouvez aussi manger l'intégralité de la cosse. Quand on voit... comme celle-ci, voilà, après ça devient assez énorme, eh bien ça fait beaucoup de nourriture. Donc là sur cette partie-là, j'avais fait des petits semis tournesol, là un framboisier, là des boutures de cassaille, donc c'est comme des gros groseilliers. Donc je vous disais tout à l'heure, par rapport à la biodiversité qu'il a, là j'ai greffé une zone sauvage dans laquelle j'entache du bois. Et là l'année dernière, j'ai vu un serpent, on entend des petits rongeurs là-dedans qui prolifèrent, et voilà, donc là, on a une autre zone dans laquelle, donc à chaque fois, bien évidemment, moi c'est de la polyculture, c'est l'inverse de la monoculture. La polyculture, c'est de mélanger les plantes. Donc ça, je le fais, donc j'ai lu des choses, mais je le fais aussi, moi, beaucoup au feeling, en imaginant comment va grandir la plante. Je me permets de rassembler les plantes et de planter le plus possible dans la même zone pour optimiser mes zones de culture. Et pour créer justement le plus possible de système racinaire, donc du coup le plus possible de vie dans le sol. Donc là j'ai fait des semis de pois à rames, donc voilà, ils sont en train de se former, donc là on voit les belles petites fleurs, et puis les pois là qui se forment tranquillement. Ça se passe très bien, un petit tournesol, un autre petit tournesol. Des petites salades, donc ça c'est une nouvelle variété de salade que je teste là et qui est vraiment super. C'est la merveille des 4 saisons, donc histoire d'en avoir toute l'année. Là un petit pied de blette. Là des choux-fleurs. Voilà, donc les pois à rames, Là j'ai mis de la capucine, donc cette fleur qui est rouge ou orange, qui est délicieuse, qui a un goût poivré. J'en ai fait plein de semis de capucine avec ma serre. Là, je peux me faire beaucoup de semis. Pour 2 francs 6 sous, j'arrive à avoir des centaines de plants. C'est vraiment extraordinaire ce que la nature peut vous offrir en ayant simplement les graines. Et là, donc des choux-fleurs. Là, des boutures de mûrier sans épines. Là, encore de la capucine. Donc là, tout ça, c'est au pied d'un poirier. Hop, je vais redresser la caméra. Là, je me suis fait un petit abri, un petit refuge à perce-oreille. Donc, j'ai pris avec une petite ardoise comme ça. Vu que l'ardoise, c'est fait pour les toits, j'ai fait pour les toits de mes... Donc, pour les perce-oreilles, donc ça, j'avais vu ça dans une vidéo. Et donc, en fait, ça va permettre d'héberger les perce-oreilles qui, eux, vont faire un nettoyage pour éviter d'avoir des vers dans les fruits. C'est bien de faire ça dans les pommiers... Voilà, de faire venir vraiment la biodiversité plutôt que de lui faire la guerre. Et là, on voit voilà, un autre refuge à mésanges, cette fois-ci, qui est habité. Donc, je ne vais pas trop m'approcher.
Là, une autre zone bien garnie. Donc là, j'ai vraiment planté bien serré avec des blettes, des salades, des poireaux, des choux raves, des oignons, chou-fleur, chou-fleur romanesco. Non, c'est chou-fleur ici, chou-fleur les blancs. Choux raves, salade, blettes, oignons. Voilà, j'ai mélangé ces variétés de plantes. Voilà, donc là, le chou-fleur va monter, les blettes aussi, ça va devenir très dense. Ça va serrer les coudes un petit peu. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des plantes les plus resserrées possibles pour qu'il y ait, là on voit qu'il y a du liseron. Donc le liseron, à chaque fois, je fais un petit peu de désherbage à la main, comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que les plantes se retrouvent bien resserrées. Ainsi, ça va faire comme une canopée, ça va bien couvrir le sol. Du coup, les plantes sauvages vont moins envahir l'espace. Toute cette canopée va permettre de maintenir l'humidité dans les sols, qui est déjà paillée. Et voilà, on est dans une idée de collaboration, tant les plantes entre elles, que les plantes avec moi, en fin de compte. C'est vraiment toute l'idée de l'agriculture et du jardinage naturel. On s'intéresse à la nature, on voit comment elle évolue, et on collabore avec elle, on organise les choses. Et de cette organisation, on produit notre alimentation, mais aussi l'alimentation pour toute la biodiversité. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais sortir quelques bûches, vous allez voir la quantité d'escargots et de limaces. Je suis venu hier, en fait, il avait plu. Et en début d'après-midi, j'arrive, il venait de finir de pleuvoir. Et c'est simple, j'ai voulu faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait, donc je la fais plutôt aujourd'hui. C'était ici un élevage d'escargots. Il y en avait partout. Des dizaines et des dizaines de gros escargots partout dans les allées. C'était infernal. J'étais obligé de slalomer. Et pourtant, vous voyez, regardez, cette zone est absolument magnifique et verdoyante. Et ça se passe très bien. Donc on va voir comment ça se passe sur les prochaines semaines. Donc là, j'ai récupéré chez un oncle des petits bambous. Et puis là, j'ai mis des haricots à rames, donc qui vont monter, clac clac, sur la petite tonnelle, le petit tipi. J'ai mis des poireaux, des betteraves, la betterave crapaudine qui fait des grosses betteraves. Là, un petit artichaut que j'avais planté l'année dernière, là, qui est vraiment en train de prendre. Donc ça, c'est super chouette. Là, des oignons. J'ai fait 2 zones d'oignons, une là-bas et une là. Donc là, on voit aussi des pommes de terre dedans. Donc bientôt, les oignons, hein, pardon, c'est pas des oignons, c'est de l'ail. Donc l'ail, c'est pas dur, hein, c'est quand la feuille est plate comme ça, vu qu'à l'automne, moi je plante ail et oignon. Vu quand la feuille est plate comme ça, c'est de l'ail. Et quand elle est arrondie, comme on verra tout à l'heure, ou comme on voit là, c'est des oignons. Et donc là, on voit qu'il y a eu des petites épluchures de pommes de terre qui ont germé. Ça me fera une petite pomme de terre nouvelle. Et en fin de compte, vous récoltez votre ail quand les 3/4 des feuilles sont sèches, en fin de compte. Là, on voit que c'est pas encore tout à fait sec, mais quand les 3/4 sont sèches, eh bien j'arracherai, je ferai sécher dans un endroit bien ventilé, même un peu au soleil, et le plus ventilé possible, le plus chaud possible quand même, pour qu'ils sèchent bien avant de les mettre ensuite en cave. Donc c'est des oignons violets. Ah, je vais pas. C'est de l'ail violet et c'est les gousses d'ail de l'année dernière que j'ai replanté. Donc j'ai absolument rien racheté pour l'ail qui est vraiment sur le plan santé quelque chose d'extraordinaire. Alors là, de la consoude, toujours la consoude. Moi je fais mon purin de consoude, purin de bourrache, la bourrache là-bas, purin d'ortie, j'ai plein d'orties. Et j'alterne toutes les semaines, je fais de l'arrosage un peu partout avec mes purins. C'est un fertilisant naturel, ça repousse même d'ailleurs les gastéropodes, donc c'est-à-dire les limaces et les escargots qui peuvent manger le plein. Ça fertilise le sol, ça booste l'immunité des plantes, c'est des nutriments, il n'y a pas de secret, c'est comme nous, plus on mange une alimentation saine, naturelle, connectée à la terre, et bien plus ça se passe bien. Donc là, je veille quand même à ce que le liseron n'envahisse pas trop mes menthes.
parce que après quand je la sèche, la menthe poivrée, la sauge, menthe verte là-bas, là de l'oseille, donc ça une plante vivace aussi. Là un bon petit plant d'artémisia, pareil, de mes semences. L'année dernière, j'avais fait des graines et ça sent absolument bon, magnifiquement bon. Là, 2 petits plants de blettes. Là, de la mélisse citronnelle. Alors, ça, extraordinaire. Il faut que je fasse attention aussi avec le liseron. Donc, il suffit juste de faire un petit peu nettoyage de temps en temps. Là, du persil plat. Là, des petits fraisiers. Mais bon, je compte pas trop sur les fraisiers. Moi, la confiture, je la fais avec les baies de sureau. Des sureaux, j'en ai plein. Là, un petit plant de rhubarbe. Tout petit plant. Là, de l'estragon. Non, de l'origan. Encore de la mélisse citronnelle. Là, de l'estragon. Là, du kénopa, donc une plante sauvage dont les feuilles sont comestibles, qui ont vraiment comme un petit goût d'épinard, c'est absolument délicieux. Là, de la ciboulette que j'ai ratiboisée, mais hop, que je vais recouper, qui va se régénérer. Là, de la sarriette, plante aromatique extraordinaire. Bon, bah tout ça, principalement, c'est que des vivaces. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est le non-agir. Hein. C'est-à-dire que là, la sarriette, eh ben, elle disparaît en hiver, mais elle se régénère chaque année. La verveine citronnelle, c'est pareil. Le persil, c'est pareil. L'oseille, c'est pareil. La sauge, c'est pareil. Les menthes, c'est pareil. Voilà, hein, ça, c'est la magie de la nature. Tout ce que l'industrie ne veut pas entendre, qui sont en même temps notre nourriture et nos médicaments. Là, un petit olivier, qu'à l'âge de mon fils, qui avait été offert par ma cousine Julie, quand il était né, donc il y a 6 ans, mais qui avait morflé, qui avait gelé. Donc on l'avait coupé, clac, et il y a une branche qui est repartie. Et donc il refait des petites feuilles. Alors dans cette zone, au pied du guigné, donc là j'ai mis des physalis, j'ai fait des semis, c'était pas évident parce que les graines sont toutes petites, comme les graines de poireau et noires. Et j'ai réussi à en faire pas mal de plants. Donc physalis, donc cerise de terre. J'avais découvert ça dans le jardin de Camille Rodrigue. Rodrigue en avait fait. Et c'était vraiment... Ça fait des... Vous savez, ça fait les petits fruits qui sont ronds, orange, et comme dans une petite lanterne. C'est vraiment délicieux, quoi. Là, donc, bah, j'ai remis des capucines. Voilà, pour tout ça, ça va monter sur le guigné, là. Ça, je suis très content. C'est un pied de... C'est un plant de... Il faut absolument que je retrouve le nom. C'est un légume qui pousse, je crois, à La Réunion. Et ça fait comme des grosses pommes de terre toutes fripées. C'est la chayotte. Voilà, la chayotte. Alors ça, ce qui est formidable avec la chayotte, là, elle est en train de pousser, vous voyez. Je l'ai acheté sur une brocante à un monsieur à côté, lors de dernière brocante du village. Et la chayotte, eh bien, c'est un légume vivace. C'est-à-dire que je vais bien pailler l'hiver et ensuite elle va se régénérer toute seule. Et ça, elle va faire une grande liane et ça vous fait des gros légumes comme un peu des grosses pommes de terre, un peu toutes fripées. Mais voilà, ça vous fait un complément avec la pomme de terre. C'est absolument, c'est hyper abondant. C'est vraiment génial. Et donc du coup, je vais vous montrer un autre plan là-bas, mais là j'ai mis des bleuets. Là encore des capucines. Ça va être magnifique les capucines, toutes ces fleurs orange et jaune. Et la chayotte, vous voyez. Ça, c'est une chayotte que j'ai achetée, je pense, à l'automne dernier. Je l'avais achetée à l'automne dernier. Je l'ai mise en terre, peut-être sous 10 cm de terre. Un gros paillage cet hiver. Eh bien, regardez. Là, elle a germé. Elle est en train de sortir. C'est-à-dire que ça, c'est un légume perpétuel. Vous n'avez plus rien à faire. Chaque année, elle va ressortir. Elle va vous refaire des légumes. C'est vraiment formidable. J'avais vu ça chez Bernard Bertrand. Il y en avait partout. C'est vraiment un super légume. Là, l'autre zone, donc là, eh bien, un pied de vigne qui lui a peut-être 2 ans, bien 2 ans, oui, et qui commence maintenant à grandir. Hein. Je pense que la vigne, c'est pas avant 3-4 ans qu'on va avoir de belles grappes. Ensuite, ici, alors des courgettes, 1, 2, 3, 4 pieds de courgettes. Là, des poireaux qui montent en graines. Donc là, j'ai préparé la zone, j'ai mis ma paille, mon fumier de poule ici. Là, 3 plants de chou kale. Donc du chou kale, excellent comme chou. Hein, là, on mange les feuilles dans les jus, etc. Ça, c'est du chou d'Aubenton. Donc ça, un chou formidable, un chou perpétuel. C'est-à-dire que lui,
ne meurt pas en hiver et il vous fait tout le temps de la feuille. Il ne va pas paumer et il fait tout le temps de la feuille. C'est-à-dire que là, vous avez des feuilles de chou toute l'année. Vous pouvez en mettre dans votre soupe et ça va devenir un gros buisson en fait. Et la chose extraordinaire du chou de Banton, c'est que je crois que c'est le seul chou qui se bouture. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, comme ça ici, une petite branche qui s'est formée, clac, vous la mettez en terre, il va refaire des racines, ou dans un petit godet, il va refaire des racines, ensuite vous pouvez le remettre en terre. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. C'était une petite bouture que j'avais divisée là, j'avais retiré une petite branche, je l'ai mis en terre, et après ça avait fait, je l'avais mis dans un godet, et ensuite voilà, ça fait un autre plant. Donc voilà, donc c'est absolument formidable, et je crois qu'il se développe aussi par marcottage, où il y a des plants comme ça qui vont aller dans la terre, des tiges comme ça qui vont aller dans la terre, et quand la matière organique va aller dessus, ça va créer de la racine et il va comme ça proliférer. Là j'ai mis un plant de Tanasi que j'ai acheté aussi sur une brocante, qui repousse un peu les insectes, parce que bon le chou, les insectes aiment bien ça, donc moi c'est simple, hein, pour mes choux, eh bien du purin. Je mets du purin, une fois par semaine, purin d'ortie, purin de consoude, donc je dilue à 10-20%, j'en mets, et puis après, voilà, les insectes, je suis pas contre les insectes, il faut qu'ils mangent, tout ça, c'est pour eux aussi, toute cette nourriture, mais il faut pas qu'ils mangent tout. Donc l'idée, c'est de planter beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Alors, ici, donc les oignons, vous voyez hein, que la tige n'est pas plate, est arrondie. Là, les betteraves, donc encore des petites betteraves crapaudines. Là, de la courgette, un autre pied de courgette. Là, du thym qui est en fleurs, le thym magnifique, hein, plante vivace également. Ça, c'était de la blette sauvage qui là entre en graines. Et ça, c'est super parce qu'au printemps, vous avez gratuitement des feuilles de blette. Regardez ça, blette sauvage. J'ai rien fait, vous avez des feuilles de blette. Là, je pense qu'elles sont peut-être un peu trop amères ou... Voilà, dans mon hôtel insecte, regardez, voilà. Moi c'est comme ça que je fais des refuges. Moi je cherche vraiment à avoir des escargots en fait. Quand je mets des tas comme ça de pierres, tout ce que je trouve de bûches, de paillage. Et là-dedans je sais que je vais avoir des escargots, mais aussi des serpents. L'idée de ce jardin, c'est vraiment de recréer toute la chaîne, tout l'équilibre alimentaire, que les prédateurs viennent et non pas de faire la guerre. Là une zone de menthe, donc menthe verte. Ici, un beau pied d'artichaut hein, qui vit plusieurs années et puis qui va se multiplier en créant comme des rejets, comme des yeux, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il s'étend et au bout de 3-4 ans, le pied meurt, puis vu qu'il en a produit d'autres, ça va bien se passer. Et donc voilà, des petits artichauts violets, absolument délicieux. Un argousier. Ici, autour de mon olasse, j'avais fait une vidéo sur les olasses. Pour éviter d'arroser, vous remplissez votre olasse qui est en terre cuite, en argile. Vous plantez vos plants bien à côté. Et donc l'olasse, quand la terre est sèche, elle va, par capillarité, faire... l'eau va passer à travers par capillarité et apporter un minimum d'eau de ce qu'ont besoin vos plantes. Donc là, des courges autour. Là, un abricotier qui a, je crois, 2 ans. Hein, spontané. Hein. J'ai rien fait, il a poussé tout seul. Non, pas un abricotier, un pêcher, voilà, qui vient de là-bas. Parce que les 2 autres pêchers là-bas sont morts. Il y a du vent, j'espère que ça ne va pas gêner au niveau du son. Un grand parterre de bourrache. Là, cette zone qui n'est pas encore cultivée, je vais m'en occuper bientôt. Là, poirier, là-bas, nectarinier, poirier, 2 pommiers ici. Donc on voit, c'est les petits pommiers que j'ai fait partir depuis les pépins. Vous voyez comme ils sont beaux. Ils ont 1 an. Je les ai plantés en même temps, mais vous voyez la différence. Ça va dépendre de la génétique de chaque plant. Voilà, ça c'est un pommier que j'ai mis il y a 2 ans, que j'ai fait partir depuis les pépins aussi. Donc forcément, ça ne va pas redonner la même variété. Regardez comme elle est belle celle-ci. Alors la bourrache, la consoude, ça vous fait venir les abeilles en masse. C'est vraiment hyper mellifère. C'est des plantes aussi comestibles, les fleurs aussi. Oui, donc le pommier, donc forcément quand vous faites des pommiers depuis les pépins, ça va vous redonner, quand la pomme va redevenir à l'état sauvage, ça ne va pas être la même pomme que celle dont vous avez récolté les pépins.
Mais moi, j'ai mon ami Willy de Au-delà de l'eau qui, lui, il a des pommiers sauvages qui sont hyper abondants. Chaque année, ils sont pleins de pommes. Et c'est des pommiers sauvages qui sont venus par semis. Donc là, un cassissier. Là, l'argousier avec toutes les argouzes. Regardez ça. L'argouze, c'est le fruit le plus riche en vitamine C qu'on puisse avoir en Europe. Donc après, ça va devenir orangé. Et après, vous les prenez et vous les mangez. C'est hyper riche en vitamine C. La rose de Damas, la fameuse rose de Damas, la plus prisée de l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique. Là-bas, pareil, cassis, pommier, mûrier sans épines, groseillier. On voit toutes les petites groseilles là. Là, on voit toutes les petites mûres qui vont arriver. Voilà, donc je fais toujours mon espace comme ça, qui est le moins de voies sans issue possible, que je puisse m'y balader, qu'on puisse circuler, que l'énergie soit vraiment, vraiment là. Donc là, la deuxième mare avec les framboisiers. Là, du cassaille. Là, un autre plant d'artichaut. Voilà, ils arrivent. Là, les sureaux, qui étaient à l'origine 2 tuteurs que j'avais mis et qui sont devenus des arbres, pour vous dire à quel point ça se bouture bien. Là, ma grosse zone à pommes de terre, que j'ai encore augmentée par rapport à l'année dernière. J'avais sorti environ 30 kg, 30 ou 40 kg. Et comme j'en ai fait 2 autres zones à côté de ma serre, que je vous montrerai dans une autre vidéo, et bien là, je devrais être pas mal au niveau de la pomme de terre. Et là, ma belle petite mare, qui elle est là depuis le début. Donc voilà, maintenant, on va rentrer dans la forêt. Ça, c'était mon sapin que j'avais planté après Noël. Donc on avait fait un sapin Noël. J'avais acheté en pot avec ses racines et après on l'a mis au jardin, retiré un petit peu des zones de culture. Donc voilà, donc maintenant à l'origine, ça c'est des faux acacias, des robiniers faux acacias. Donc hyper envahissants. Mais moi, au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, je fais en sorte de composer avec les plantes. Parce que si elles sont là, par exemple, ici, il y a beaucoup de potentille rampante, donc je la retrouve partout, la potentille rampante. Vous voyez, là c'en est, la potentille rampante, comme le liseron, mais je compose avec. Ils sont là, ils apportent de la biomasse, ils couvrent le sol surtout, ça c'est important. Et le faux acacia robinier, donc plutôt que de lutter contre lui, je m'en suis servi en fin de compte. Donc déjà, on se renseigne, qu'est-ce que c'est que cet arbre? Donc déjà, c'est un arbre, un excellent fixateur d'azote. Donc il va capter l'azote, le diazote atmosphérique et capter l'azote dans ses racines avec tout le réseau microbien qui est autour de ses racines vont permettre de capter l'azote dans les sols. Donc c'est une plante qui colonise vachement l'espace, mais qui capte et qui enrichit les sols en azote. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on voit que c'est une plante très très mellifère. Regardez ça, un petit peu toutes ces fleurs. Là, c'est le bal des pollinisateurs, des abeilles, des bourdons. Il y a de tout qui viennent ici. Et même ces fleurs-là, vous pouvez les manger en beignets. Je pourrais en faire des beignets, c'est absolument délicieux. Et donc du coup, moi je m'en sers vraiment. J'ai ouvert l'intérieur comme une forêt qui va préserver l'humidité. Et voilà, vous voyez, je fais des zones comme ça, comme celle-ci que j'ai bien garnie aussi, avec du céleri branche, des poireaux. Donc là, c'était historiquement un chou-fleur. Voilà, des choux-fleurs, des blettes, du kiwano. Donc là, j'ai fait des plants de kiwano, un fruit absolument délicieux. Là, j'ai mis quelques pieds de tomates que je ne savais pas où mettre, et donc du coup, je les ai mis là, on verra. Toujours le céleri branche, les blettes, les poireaux, et puis là, des courges. Voilà, donc vous voyez, dans cet espace, c'est très agréable, parce que là, on est à l'abri du vent, on est... Quand le soleil donne, cette zone reste un petit peu humide. Bon, je paille bien les sols, bien sûr, mais ça permet de garder de l'humidité. Les plantes comme ça ont besoin de faire plus de photosynthèse, grossissent plus pour attraper plus la photosynthèse. Donc voilà, ça fait des zones comme ça. Et puis, c'est vraiment très, très, très agréable de se balader. Après l'été, il y a des criquets. Donc ça crée vraiment
un écosystème, un biotope vraiment très, très agréable. Et là où vraiment la biodiversité prolifère. Et tenez, je vais vous montrer, je vais vous bouger par exemple une bûche. Regardez ça. Hop. Voilà. Regardez cette vie. Quand on parle de sol vivant, regardez ça. Des carabes, des limaces, des vers de terre, des cloportes. J'ai tout. Donc là, un potagiste conventionnel, il est fou là. Quand il voit toutes ces limaces, etc., il partirait vite à la chasse aux limaces, il les ramasserait toutes et il irait les jeter à 200 mètres d'ici. Moi, je préfère les laisser. Elles mangent mes plants, etc. Mais j'arrête pas d'en replanter. Donc je les nourris. Et toute cette vie du sol me ramène tellement d'autres animaux. Ça, c'est absolument formidable. Donc là, on ne voit pas, mais il y a, je vous dis, plein d'escargots. Donc vraiment, le fait de mettre du bois comme ça, c'est sûr que ça fait venir tous les escargots. Donc là, je suis en train de faire aussi un autre refuge à hérissons. Voilà. Et je l'aurais carrément mis autour des tuiles et de la poterie cassée avec de la terre. Comme ça, ils auront même, les hérissons en sortant, à leur portée de main, devant juste leur refuge, des escargots et tout ce qu'ils aiment. Dans cette zone, dans cette forêt, j'ai fait bien évidemment une autre mare. Il y a une seconde mare ici, là où il y a beaucoup de lentilles d'eau. Mais la belle surprise, c'est qu'il y a des tritons. Alors ça, j'étais émerveillé, tellement heureux que les tritons soient venus d'eux-mêmes dans ma mare. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer. Hop. Alors, souvent ils sont ici en fait. Mais là, comme il n'y a pas de soleil, ça va pas être évident. Alors, est-ce qu'ils sont là les petits tritons? Ah oui, il y en a un là. Il y en a un là. Mais je ne sais pas si on le voit. Oh, les lentilles d'eau, il est juste là. Regardez, ici. Hop, il est parti. Je ne sais pas du tout si vous allez l'avoir vu, mais moi je l'avais au bout du doigt. Alors, là, un autre refuge à hérissons. Là, la mangeoire pour les graines pour l'hiver. On jette quand même les oiseaux avec des graines. Là, une autre zone que j'ai ouverte, dans laquelle j'avais mis des fèves qu'on a commencé à ramasser, là, parce qu'on a fait un nouveau stage là, le week-end dernier pour notre stage permaculture au jardin autonomie et transmission culinaire. Et nos stagiaires ont mangé quand même pas mal de plantes et de produits du jardin. Donc là, j'ai commencé, moi, à avancer pour la culture d'après. Donc j'ai mis des courges. Donc là, encore une fois, je récupère l'eau pluviale, le trop-plein de la cuve. La cuve, moi, je m'en sers pour arroser l'arrosoir avec une eau tempérée puis enrichie en algues, quoi. Et le trop-plein va alimenter la première mare. Et cette première mare a un trop-plein qui alimente la deuxième mare. Et la deuxième mare a un trop-plein qui fait partir l'eau dans le fossé en cas de forte inondation. Voilà, donc là, on revient au début du jardin. Et là, donc, on avait une première zone de culture ici. Voilà, et là, c'est que des courges. Et puis de la mâche qui monte en graines. J'attends de garder les graines pour planter ça fin d'été, faire mes semis. Voilà, et donc là-bas, un autre refuge à mésanges. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de 34 minutes vous aura plu, vous aura donné quelques clés supplémentaires à tout ce que vous connaissez, et puis que ça vous fait plaisir aussi de voir l'évolution de mon jardin. Moi, ça me permet d'archiver toutes ces vidéos, de les regarder de temps en temps, pour voir comment ça s'est passé d'année en année. Et puis, je vous le partage avec grand plaisir. Donc tout ça, c'est un atelier, c'est un terrain de jeu, c'est une zone expérimentale. On fait preuve de beaucoup de créativité, c'est ça qui me réconforte et qui me donne beaucoup de joie et de bonheur et de plaisir à œuvrer comme ça en permaculture dans de nombreux jardins entre ici et les jardins d'Île-de-France que je développe depuis des années. Voilà, merci à vous, à très bientôt pour la suite. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine
les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.